à tous. Ce webinaire, en fait, c'est le troisième d'une série qui s'appelle Les défis de ma cantine, consacrée à la restauration collective. Aujourd'hui, spécifiquement dans les EHPAD, c'est des webinaires qui sont organisés par le ministère de l'Agriculture. Je vous rappelle que nous avons prévu 6 rendez-vous tout au long de ce premier semestre, les mardis à 14 heures, pour parler de restauration collective et vous présenter la plateforme Ma Cantine. Avec nous, les représentantes nationales restauration collective du ministère de l'Agriculture, Frédérica L'Huissier et Valérie Merle, accompagnées des chargés de déploiement de l'outil Ma Cantine, André, Jennifer et Pauline. Sans plus tarder, voici une introduction de Bruno Ferreira, directeur général de la DGAL, la Direction générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de webinaires Les défis de ma cantine. Défis, oui, car offrir une restauration collective durable, de qualité et accessible à tous est une attente forte de nos concitoyens et une priorité d'action du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. La restauration collective nous concerne tous, de la petite enfance aux seniors, en passant bien sûr par les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les administrations ou encore les entreprises. Rares sont les périodes de notre existence où nous ne profitons pas de ce service essentiel à la vie en collectivité et qui revêt une dimension sociale forte. La France a su développer une restauration collective unique au monde, exemplaire et inventive. En 2019, nous avons mis en place le Conseil national de la restauration collective. L'objectif ? Mobiliser les acteurs et toutes les forces vives de la filière, des producteurs aux consommateurs, autour de la mise en œuvre de la loi Egalim. Depuis, l'engagement de tous est remarquable. Ces efforts sont d'autant plus admirables dans le contexte de la crise que nous avons traversée ces derniers mois et qui, je le sais, impacte tout particulièrement votre activité. Le beau projet qui vous rassemble aujourd'hui concerne la mise en place de la plateforme numérique Ma Cantine. Là encore, il nécessite la mobilisation de chacun. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en collaboration avec la Direction interministérielle au numérique, a créé cet outil numérique totalement innovant dans une approche de co-construction avec vous, les utilisateurs et futurs utilisateurs. Cette plateforme permet aux restaurants collectifs d'appréhender facilement l'ensemble des mesures de la loi Egalim les concernant et de bénéficier d'outils de pilotage pour atteindre les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés. Nous souhaitons que cet outil devienne progressivement le vôtre et qu'il prenne toute sa place comme site de référence pour l'amélioration des pratiques relatives à l'alimentation dans les restaurants collectifs, mais aussi pour le reporting des efforts conduits pour améliorer l'approvisionnement de vos établissements. Vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2022, les restaurants doivent intégrer dans leurs assiettes 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Oui, cet objectif emblématique est particulièrement ambitieux. Nous le savions et il constitue un véritable défi pour beaucoup d'entre vous. Mais les progrès sont réels et vous pouvez en être fiers. Cependant, les efforts doivent se poursuivre pour atteindre collectivement la cible fixée. C'est la raison pour laquelle l'État est mobilisé pour vous accompagner. Je formule le vœu que ces webinaires répondent à vos questions et à vos attentes. Encore une fois, je vous adresse mes remerciements sincères pour votre mobilisation et votre investissement sans faille dans l'exercice de vos missions et dans le déploiement des objectifs de la politique de l'alimentation. Je vous souhaite à tous une excellente session. Merci Bruno Ferreira pour cette vidéo, même si vous n'êtes pas en direct. Par contre, je salue tout le monde, puisque finalement vous êtes nombreux à travers toute la France, et même en Guadeloupe. Je salue donc France 7. Voilà. Et écoutez, on est très content de vous accueillir pour ce troisième webinaire des défis de ma cantine. Je vais passer la parole à François pour faire un petit sondage, un premier sondage. Oui, tout à fait. Alors, on veut, comme j'allais dire, les deux premiers webinaires, identifier quel est le public qui est en face de nous. Et on va vous demander, une fois que le sondage sera affiché, de vous identifier, de savoir où est-ce que vous vous situez, de façon à ce qu'on puisse mieux répondre à vos besoins qui seront identifiés dans le dernier sondage de ce webinaire. Vous avez une trentaine de secondes pour prendre connaissance des 10 fonctions
sur lesquels on souhaite votre information, et puis on dépouillera en direct. Comme ça, vous verrez aussi qui sont derrière les écrans. Il faut que je mette le micro quand je parle, c'est quand même mieux. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous, ce questionnaire. Alors, on met autorité organisatrice, association de gestion, un terme qui pour nous est important, c'est-à-dire c'est un peu les décideurs. Voilà, François, si tu veux dire quelque chose à propos de ce premier terme, peut-être. Les autorités organisatrices, c'est celles qui sont responsables du service, même si elles le délèguent. Voilà. Donc, c'est une terminologie très importante à respecter, on va dire. On est à 84% de réponse, Eh bien, 85%. on peut y aller. Ne perdons. Palma, tu peux afficher, comme ça on aura Voilà. déjà une idée assez forte du qui fait quoi en face de nous. Eh bien, très bien, directeur d'établissement, cuisinier, c'est très bien, c'est très nettement plus segmenté que les deux premiers webinaires. Très bien. Vous aurez le détail de ce sondage dans le compte-rendu du webinaire qui sera téléchargeable dans une quinzaine de jours. Donc, il y a des animations dans ce diaporama pour vous mettre des focus sur ce dont on va parler. Diapo suivante. Voilà, la typologie des établissements est très hétérogène. Vous avez ici, issu de la base de données des établissements médicaux, sociaux et hospitaliers de France, la base FINES, l'ensemble des établissements qui abritent des lits. Et donc, c'est une question non seulement de nombre d'établissements, mais de lits ouverts pour les personnes âgées. Et vous verrez le nombre de lits derrière. La typologie des établissements, donc vous voyez déjà une énorme hétérogénéité des établissements divers et variés qui abritent, qui hébergent des personnes âgées. Diapo suivante. Avec une typologie des gestionnaires qui elle-même est très hétérogène aussi. Vous voyez le monde associatif avec les associations, les fondations, les associations reconnues d'utilité publique et des associations de droit locaux, de droit local comme celle d'Alsace-Moselle, les collectivités, on va dire, publiques, CCAS et IAS communes, les entreprises, les établissements publics hospitaliers, les établissements médico-sociaux, et puis les mutuelles, les congrégations et les autres et divers. Tout ça, ça nous fait 9700 établissements, ce qui est un peu plus important que ce qu'on a vu dans la presse depuis 3 mois maintenant, parce qu'il y a des lits ouverts pour les personnes âgées au sein de ces structures. Diapo suivante. Voilà, secteur public 49%, secteur privé 51%. C'est vraiment pour dire que le secteur est très équilibré. Et j'ai sous-compté dans le secteur privé le non lucratif et le lucratif, qui finalement est de l'ordre de moins de 2000 établissements en France. Ce qui remet un peu les pendules à l'heure par rapport à ce que aussi on disait depuis 3 ou 4 mois dans ce domaine. Diapo suivante. Voilà, essai d'approche sur le nombre de repas préparés. Nombre de places de résidence, donc nombre de lits, nombre de repas par jour, 1,5 million, nombre de petits déjeuners de collation, qui sont des points aussi importants dans la restauration des personnes âgées, 1,5 million donc dans chacun des nombrements, ce qui nous fait une moyenne de repas par jour et par site de 150, 154, ce qui finalement est très faible vu l'éclatement. Diapo suivante. La diversité des établissements plus la diversité des statuts de gestionnaire, on vient de le voir, plus la diversité des organisations techniques de la restauration qu'on connaît maintenant depuis qu'on présente ces webinaires, finalement, on assiste à une énorme hétérogénéité des situations technico-administratives dans la restauration en EHPAD. Et vous allez le voir dans la diapo suivante. En statut public, le service public en gestion directe classique, j'allais dire, c'est le personnel du gestionnaire qui assure la fabrication des repas. La prestation de service où le prestataire externe produit les repas dans les locaux du gestionnaire. La diapo suivante, voilà. La prestation numéro 2 où le prestataire externe produit les repas et les livre au gestionnaire.
Et enfin, la délégation de service public à concession, bien connue maintenant. En statut privé, on a un service en gestion intégrée où le gestionnaire privé assure le service de restauration collective en interne, et puis le service avec un contrat de gestion ou un gestionnaire privé autre vient à lieu et place du gestionnaire pour assurer tout ou partie du service de restauration. Voilà le panel des organisations techniques administratives et techniques que nous pouvons croiser. Et bien évidemment, dernière diapo, le qui fait quoi? Alors là, pour le coup, stricto sensu, sous statut public, parce que sous statut privé, on va juste en parler un tout petit peu, du qui fait quoi en matière de mode de gestion, de tarifs, de menus, d'appro, du service des tarifs et de la loi Egalim, ce qui nous intéresse en premier lieu aujourd'hui, eh bien, vous avez les réponses au moins pour le statut public. Pour le statut privé, tout dépendra de ce qui est indiqué dans les contrats. Voilà. Merci François. Donc, merci pour cette présentation très détaillée. Je pense que beaucoup de personnes vont nous la demander par la suite, oui. Et donc, nous allons passer tout de suite à la présentation de la plateforme Ma Cantine. Donc, nous avons une présentation avec Jennifer. Ma Cantine, plateforme développée avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ainsi que beta.gouv.fr et la plateforme gouvernementale de référence pour le mieux manger de la crèche à l'EHPAD qui accompagne donc la transition alimentaire de la restauration collective, tous secteurs confondus. Premier objectif de la plateforme, faire comprendre, en tout cas expliciter la loi et ses mesures, et maintenant les lois, puisque la loi climat s'ajoute au pilier de la loi Egalim de 2018. Donc, par exemple, vous avez un descriptif exhaustif des labels qui rentrent dans les 50% qui constituent des objectifs. Vous avez également pour chaque mesure phare des outils, des ressources, typiquement des Excel qui vous permettent de savoir où vous en êtes sur ces mesures et sur les objectifs de seuil. Pareil pour tous les piliers de la loi Egalim. Admettons que je suis gestionnaire d'un restaurant collectif, je peux me créer un compte très facilement sur Ma Cantine. Donc quelques champs à remplir. De manière optionnelle également, je peux remplir ma connaissance, en fait, mon niveau entre guillemets de maturité sur la loi. Donc une fois que j'ai créé mon compte, alors j'en ai déjà un, vous vous doutez bien, donc je me connecte, je peux créer un établissement. Donc là j'ai créé par exemple un RIA. Je peux créer un établissement tout seul, admettons si je suis gestionnaire en gestion directe, mais si je suis une cuisine centrale qui livre des satellites ou bien une société de restauration collective qui livre plus d'une dizaine, centaine, milliers de restaurants, je peux également les importer facilement, rapidement pour éviter à avoir à remplir à chaque fois tous les champs d'une cantine. Donc là, voilà quelques champs pareils à remplir sur mon établissement. Et un autre objectif de notre plateforme, c'est pouvoir se positionner sur les mesures de la loi, en fait, savoir où on en est, notamment sur la partie des approvisionnements. Donc là, je peux rentrer des infos, des valeurs, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives. Une autre partie de la plateforme, vous le savez peut-être, la loi Egalim requiert une télédéclaration, c'est-à-dire que il faudra remonter ces informations. Alors, on n'est pas encore totalement au clair sur qu'est-ce qui sera à déclarer, mais en tout cas, c'est déjà une option possible aujourd'hui. Donc, un peu comme sur le site des impôts, Ma Cantine sera l'outil de référence, le téléservice, pour remonter ces informations. Donc là, par exemple, je déclare sur l'honneur et je télédéclare mes données. Autre option, et là, ça a plutôt vocation à communiquer, en fait, c'est plutôt pour la transparence de ce qu'il y a dans nos assiettes. On a développé une option de publication des données. Donc là, vous avez l'ensemble des cantines
des restaurants collectifs, encore une fois, tous secteurs confondus, qui ont fait le jeu de cette transparence. Donc, vous l'avez vu, depuis mon compte, je peux décider de publier. Et donc, ça s'affiche sur une page spécifique qui s'appelle Nos cantines. Et là, vous avez le détail des démarches et des initiatives et de l'évolution prise par la cantine. On peut également contacter le gérant. Donc, admettons, je suis convive, j'ai envie d'en savoir plus, ou je suis gestionnaire d'un établissement similaire, je peux demander des infos au gestionnaire de ce restaurant. D'autres outils également, on peut, toujours dans une optique de communication, on peut générer une affiche avec les chiffres que l'on a renseignés, qui pourra être imprimée ou bien envoyée par mail ou publiée sur le site de la mairie. Autre option, un espace blog et témoignage, donc pareil, pour en fait vraiment stimuler et créer une émulation, une communauté d'intérêt et des partages d'expériences. Et vous avez également accès à une documentation qui, là, pareil, essaye de manière exhaustive de rassembler tous les guides disponibles sur la loi. Merci Jennifer. Je vais passer maintenant la parole à Pauline. Merci Laurent. Alors, ma cantine, quels outils à destination des EHPAD? Donc, vous le savez, en tant qu'établissement de santé, vous êtes concerné par la loi Egalim. Ma cantine répond à des besoins, notamment en termes d'informations sur l'évolution juridique et sur votre demande d'information de réglementation. Vous avez accès via votre compte à des informations fiables, à jour et officielles sur la loi. On vous propose également des outils, donc c'est aussi un outil d'outillage, ça répond également à un besoin que vous avez pu avoir, de pouvoir segmenter par exemple vos achats. On vous propose donc deux outils, un outil de suivi au format Excel, un outil de suivi en ligne qui vous permet de faire une première évaluation de vos approvisionnements. On a aussi une vocation de communication et aussi d'information sur la mesure notamment d'information aux usagers de vos approvisionnements. Pour ça, on a un outil dédié à la création d'affiches qui vous permet de communiquer facilement sur votre démarche à tous vos usagers. On a aussi, dans cette vocation d'information, de créer une communauté, comme on le disait précédemment, de pouvoir vous mettre en relation avec d'autres établissements qui vous ressemblent ou non pour pouvoir travailler ensemble sur votre démarche et vos pratiques collectives au niveau de la loi Egalim. Elma, tu peux dépasser. Merci. Vous avez en fait 3 entrées sur le site de ma cantine. Le premier, donc gérer ma cantine, qui est plutôt à destination donc des gestionnaires de cantine. Vous avez une deuxième entrée qui concerne plutôt les convives et aussi la patientèle. Donc c'est en savoir plus sur la cantine que je fréquente. Et la troisième entrée, plutôt à destination des élus, sur l'évolution au niveau du territoire, que ce soit au niveau régional ou départemental. Ma cantine, c'est vraiment trouver une information fiable et à jour sur les 5 grandes mesures phares de la loi Egalim. Donc, vous connaissez sûrement celle qui est la plus connue, c'est celle sur les produits de qualité durable, mais il y a aussi d'autres mesures sur le gaspillage alimentaire, la diversification des sources de protéines, la substitution des plastiques et l'information des usagers et convives. Merci. Vous avez accès donc aux différentes mesures phares, donc les 5 mesures phares avec les dates d'entrée en vigueur et les secteurs concernés. Donc n'hésitez pas vraiment à créer votre compte, à vous référer à ces informations-là qui sont vraiment donc, du coup de sources officielles. Nous, on est aussi là pour vous accompagner sur votre information. Vous pouvez également segmenter vos achats. Je vous parlais d'outils. Donc, on vous propose 2 outils en termes de segmentation. Donc, un tableur Excel qui vous permet de faire le point sur vos approvisionnements. Également, un outil en ligne de suivi des achats qui permet d'alimenter le bilan annuel et également l'autodiagnostic qu'on a vu auparavant.
Vous pouvez également importer vos cantines. C'est donc l'outil d'informatif qu'on a vu juste avant. Vous pouvez intégrer directement vos cantines dans votre compte si vous avez peu de cantines. Si vous en avez, on va dire, à partir de 5, vous pouvez importer massivement vos cantines via un fichier Excel, OpenOffice ou au format CSV. Nous, on est là aussi pour vous accompagner, notamment donc via cet outil d'achat-là. Vous pourrez découvrir donc toutes les fonctionnalités en créant votre compte ou en vous identifiant. On a également de nombreuses ressources à votre disposition. Je vous parlais d'informations, de sources fiables. Le blog, le centre de documentation et notamment la fiche sont là pour vous accompagner dans votre démarche. Le blog permet aussi donc de valoriser des initiatives qui sont déjà en cours sur la loi Egalim, et la documentation vous permet de vous référer à des sources fiables au niveau de la loi Egalim et de la loi Climat et Résilience notamment. Il y a aussi une vocation d'information et de communication, comme je vous l'ai dit auparavant. L'idée, c'est de pouvoir communiquer sur votre démarche, de valoriser un petit peu vos débuts de démarche, les mesures en fait, que vous avez pu commencer à mettre en place dans le cadre de la loi Egalim. Vous pouvez communiquer avec vos usagers, donc dès lors qu'un seuil, par exemple, est atteint, vous avez différents badges qui peuvent apparaître pour valoriser votre démarche globale au niveau de la loi. Vous pouvez également demander conseil à vos pairs directement. Vous pouvez les contacter, leur demander où ils en sont dans leur démarche, comment ils ont pu peut-être réaliser des approvisionnements durables, pour pouvoir aussi échanger peut-être autour du secteur de façon plus globale. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. En résumé, ma cantine, qu'est-ce que c'est? Des outils, des ressources pour vous informer, pour vous outiller, pour pouvoir aussi renseigner vos convives sur votre démarche et aussi accéder à tous les livrables officiels de la loi Egalim. On a aussi un dispositif de co-construction et de communication. Comme vous l'avez vu avant, nous, on co-construit cette plateforme avec vous, avec les usagers. On est là aussi pour prendre vos retours. Cette plateforme, c'est aussi la vôtre. Donc, vous pouvez très bien nous contacter donc à contact@egalim.beta.gouv. Vous pouvez nous faire part également de vos retours en devenant bêta-testeur. N'hésitez pas également à vous inscrire à notre newsletter pour vous tenir informé de l'évolution de la plateforme et également de l'évolution réglementaire. C'est aussi un outil de pilotage de politique publique avec un module de déclaration de données. Donc, il y aura une télédéclaration à venir de façon possiblement obligatoire sur 2023. Donc, ma cantine vous permet aussi de vous préparer à cette télédéclaration-là. Dès maintenant, vous pouvez déjà créer votre compte si ce n'est pas déjà fait. On va également vous transmettre le lien pour créer votre profil dès maintenant dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toute l'équipe de ma cantine est là pour répondre à vos questions aujourd'hui ou même plus tard. Merci pour votre écoute. Merci Pauline. Donc je rappelle que pour les questions-réponses, n'hésitez pas à les transmettre sur le QR en bas de votre écran Zoom. Une des questions, j'en profite, on a gagné un tout petit peu de temps, vous avez été trop rapide, je crois. En fait, les chiffres qui ont été présentés par François donc, proviennent d'une extraction de 2022, février 2022, de la base Finesse. Voilà. Et maintenant, nous allons commencer les présentations et tout de suite avec Mélanie Leblay. Vous êtes responsable RSE à Maison Gourmande et responsable, enfin de l'association FNACPA, excusez-moi. Et donc, vous allez nous présenter la démarche Maison Gourmande et responsable, les résultats de votre étude et la mise en place de cette boîte à outils qui est accessible à tous gratuitement. Mélanie, tout à fait. Voilà. Alors, vous voyez bien mon écran simplement ? C'est parfait, merci. Voilà. Mettez en plein écran peut-être. Oui. Voilà, parfait. Donc, comme le disait Laurent, je vais vous présenter à la fois les principaux résultats du projet Maison Gourmande des responsables, donc qui a duré en fait 2 ans pour accompagner des EHPAD dans une démarche de restauration responsable, et également la boîte à outils qui a été co-construite avec ces établissements. Donc, l'objectif de Maison Gourmande des responsables, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire pour pouvoir générer des économies et ensuite mieux lutter contre la dénutrition et améliorer la satisfaction des résidents
quant à la restauration responsable, notamment via un approvisionnement bio et de qualité. Donc, au cœur de Maisons Gourmandes et Responsables, il y a un outil principal qui est un autodiagnostic. Donc, il faut savoir qu'en 2019, 500 EHPAD ont été sélectionnés, que 462 ont répondu une première fois en 2019 à cet autodiagnostic, donc sur les 3 thèmes évoqués. En 2020, au plein cœur de la crise, il y avait 186 EHPAD à y répondre. Et enfin, la dernière année, en 2021, 136 établissements ont répondu. En tout cas, c'est ceux qui ont répondu au moins 2 fois à l'autodiagnostic. Donc, c'est ces résultats que je vais vous présenter à présent. Qui étaient ces établissements participants? Donc, parmi les établissements participants, il y avait une majorité d'EHPAD associatifs, donc pour 53%, mais également des EHPAD de type public ou privé, répartis à la fois en milieu rural et équitablement avec le milieu urbain. À plus de 60%, ils avaient une capacité comprise entre 60 et 99 places, et l'âge médian des résidents était de 87 ans. Je vais faire un zoom maintenant uniquement sur les indicateurs de la loi Egalim. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que pour 2 tiers de ces établissements participants, donc les 462 établissements en 2019, c'était la première fois qu'ils réalisaient une pesée des déchets alimentaires et un calcul du gaspillage alimentaire. Par ailleurs, concernant l'indication concernant les produits de qualité et sous signe d'origine utilisés, donc l'obligation d'information, ils étaient 42% en 2019 à déjà avoir une communication à ce sujet vis-à-vis de leurs convives, et ce chiffre est resté stable toute la durée du projet. Si on fait un zoom maintenant sur les chiffres du gaspillage, on voit une évolution. C'est-à-dire qu'en 2019, en moyenne, le gaspillage était de 137 grammes par personne par repas, et les établissements ont réussi à le faire diminuer à 122 grammes par personne par repas en 2021, ce qui globalement représente une moyenne par établissement de 4 500 € sur la durée du projet. Quelle est la source de ces déchets? Donc, on voit ici, comme vous voyez, que 51% des déchets alimentaires interviennent à l'étape des retours assiettes, que ce soit le midi ou le soir, suivi par les bacs gastronomiques préparés non servis, et enfin les déchets liés à la préparation des repas. Donc, sur le projet, en tout cas, la production des déchets était plus importante le midi, mais on peut creuser un petit peu cette étude et étudier aussi les sources de gaspillage le soir, mais vous voyez que la répartition reste globalement la même. On a également étudié le tri des biodéchets dans les établissements et on voit une amélioration. Donc, vous voyez, en 2021, en fin de projet, 37% des établissements effectuaient ce tri, soit 10 points de plus qu'en 2019. Par ailleurs, la moitié des établissements engagés effectuaient déjà et représentaient régulièrement déjà les surplus conservés dans des conditions sanitaires nécessaires. Et enfin, sur la durée du projet, on voit une légère amélioration et augmentation du nombre d'établissements qui effectuent des dons alimentaires, bien qu'il faut savoir que très peu d'entre eux étaient concernés par l'obligation d'effectuer ce don, puisque une minorité, en fait, produit plus de 3 000 repas par jour. Malgré tout, c'est une piste pour lutter contre le gaspillage alimentaire, et donc ils étaient 12% à le mettre en œuvre. Si on zoome maintenant sur l'approvisionnement, qu'est-ce que nous a appris Maisons Gourmandes et Responsables? Alors, on voit qu'en 2019, l'approvisionnement bio sur le panel était de 2% et il a augmenté à 5% en 2021. Toutefois, l'objectif est de 20% en 2022. Donc, on est encore loin du compte. Concernant les produits de qualité ou sous signe de qualité, le chiffre est resté stable à 14% et l'objectif est de 30% en 2022. Enfin, Maisons Gourmandes et Responsables s'est intéressée à l'approvisionnement en produits locaux, bien que ce ne soit pas un objectif Egalim. Et là, on voit que dès le départ, cet approvisionnement était de fait plus important dans les EHPAD. Il était déjà en 2019 de 15% et il a augmenté à 17% en fin de projet. Par ailleurs, quand on se lance en tant qu'EHPAD dans une démarche de lutte contre la dénutrition et contre le gaspillage alimentaire, on ne peut pas se passer du sujet de la dénutrition. Et là, on a noté qu'il y avait un effort vraiment permanent des équipes toute la durée du projet pour limiter la dégradation du statut nutritionnel, particulièrement pendant la Covid et le confinement. On a vu une amélioration de la prévention et de la prise en charge et l'impact majeur qu'a l'environnement du repas et de la convivialité sur la dénutrition.
Donc, comme vous le voyez, en 2019, le pourcentage moyen de résidents dénutris était 37%. Il y a eu un pic à 41% au plein fort de la crise, mais en fait, ça a été très bien contenu puisqu'il aurait pu être beaucoup plus fort que ça. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, en fait, la Covid était un facteur aggravant de la dénutrition. Donc, on voit que même en 2021, alors que la crise était toujours là, les équipes ont réussi à contenir encore et réduire le pourcentage de dénutrition moyen à 32% en 2021, ce qui se rapproche d'ailleurs de l'objectif du PNNS 4 qui vise l'objectif de 30%. Donc, comment les établissements ont procédé ? 56% d'entre eux, notamment, déclarent avoir mis en œuvre de nouvelles recettes enrichies, en mettant l'accent notamment sur l'alimentation enrichie maison, en trouvant l'équilibre avec les CNO pour les résidents les plus à risque de dénutrition. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais vous aurez le lien donc, directement sur la présentation vers la synthèse et le rapport national avec une vidéo synthétique, et aussi des résultats par région. Enfin, maintenant, si j'interviens sur la méthodologie Maison Gourmande et Responsable, il faut savoir que ce projet, il avait pour objectif de créer une boîte à outils qui peut être utilisée donc, totalement librement et gratuitement par les EHPAD, directement via notre site web. Et ils peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement. Comment cela fonctionne? Donc, en fait, c'est une démarche en 4 étapes. Tout d'abord, on constitue une équipe, évidemment regroupant l'équipe cuisine, l'équipe soignante et l'équipe hôtelière. Grâce à cette équipe, on effectue un premier autodiagnostic, puis on met en œuvre un plan d'action et ensuite on l'adapte pour exclure les actions qui auront le moins marché, mais surtout, on valorise celles qui ont bien fonctionné. Donc là, je vais juste vous montrer très rapidement ce que contient cette plateforme et comment vous pouvez utiliser les contenus. Donc, à chaque étape correspondent des outils. Vous avez d'abord des outils de communication, par exemple une gazette à destination des résidents pour pouvoir aussi impliquer vos résidents dans la démarche, puis des affiches qui permettent de communiquer sur votre engagement. Vous avez d'autre part des outils de sensibilisation, donc ceux-là permettent de vraiment former vos équipes. Ils ont été réalisés avec des experts à la fois de la dénutrition et du gaspillage. Et vous avez également des tutoriels pour réellement savoir faire techniquement une pesée. La deuxième étape, c'est l'autodiagnostic. Et là, vous avez en accès libre un autodiagnostic complètement prêt qui vous permettra déjà d'obtenir un premier rapport pour savoir l'état d'avancement de votre établissement dans cette démarche. Vous avez également tous les outils de pesée, mais également ceux de ma cantine. Donc, notamment, vous retrouverez sur notre plateforme l'outil de suivi des achats qui vous permet de savoir votre pourcentage de produits bio et de produits sous signe de qualité. Pour passer à l'action, nous avons construit avec les EHPAD et les experts un plan d'action avec tout un tas de suggestions d'action pour lutter contre le gaspillage et la dénutrition et améliorer la satisfaction. Il existe sous 2 formats, soit un livret PDF téléchargeable, soit un tableau Excel avec des actions cochables qui vous permet d'obtenir un plan d'action tout prêt. Et enfin, donc, pour vraiment mettre en valeur les efforts de vos équipes et de votre établissement, on peut vous aider à valoriser ce que vous avez mis en œuvre via un article, voire dans les cas les plus poussés ou pour les intéressés, une vidéo pour communiquer sur votre engagement et notamment via le blog de ma cantine. Donc voilà, surtout si vous avez des questions ou besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter via mon email. Merci Mélanie. En fait, il y a donc un lien on peut faire un lien entre votre outil et la plateforme Ma Cantine. André, tu veux peut-être préciser quelque chose? Oui, tout à fait. Grâce à notre collaboration en fait, avec Maison Gourmande et Responsable, il a été possible de mettre un lien entre nos deux entreprises, en tout cas nos 2 plateformes. Vous pouvez directement sur le diagnostic qui est proposé par Maison Gourmande et Responsable télécharger notre outil de suivi des achats. Donc, c'est l'outil Excel qui a pu vous être présenté notamment dans la vidéo et à partir duquel vous allez pouvoir suivre vos achats, segmenter et découvrir en fait tout simplement en remplissant ces données la part de bio et de durable dans votre propre restaurant. Et ça vous permettra de compléter l'enquête qui vous est demandée sur le site de Maison Gourmande et également d'avoir des éléments dans le cadre de la future transmission d'informations prévue sur ma cantine. Merci André. Maintenant, je vais passer la parole tout de suite à nos témoins qui vont nous parler de leur expérience terrain. On va commencer avec Sophie Gallou.
Vous êtes responsable de la restauration à l'association Les Genêts d'Or et vous êtes administratrice et déléguée départementale de l'association Agorès. Je vous passe la parole, Sophie. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc en effet, je suis directrice de la restauration sur une association finistérienne, donc c'est une association privée à but non lucratif qui accompagne 2000 personnes sur le Finistère et compte 1650 salariés. Et donc, j'ai également la casquette d'administratrice Agorès. Agorès, c'est une association de la restauration collective, territoriale et médico-sociale. En fait, on a ouvert les statuts au médico-social en 2021 parce que j'étais moi-même dans une collectivité territoriale auparavant et lors de ma bascule et suite à d'autres sollicitations, on s'est interrogé sur le fait d'ouvrir les statuts au médico-social. Et en fait, on s'est rendu compte que les attentes en termes de restauration de qualité, le fait de sortir aussi les cuisiniers de leur quotidien pour les amener à avoir des partages d'expériences, partages de compétences, c'était très intéressant aussi pour eux dans le médico-social et que ce qui nous a aussi fait avancer dans ce schéma-là, c'est de se dire que la restauration de qualité, elle était valable pour tous, qu'on soit des scolaires, des adultes, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et qu'on avait tous droit à une restauration de qualité et puis l'inclusion faisait aussi partie de nos éléments clés dans la décision. Donc, au niveau des Genêts d'Or, donc l'association dans laquelle je travaille, nous avons 3 EHPAD qui représentent à peu près 450 repas jour et j'ai également en gestion directe 4 cuisines qui préparent et servent des repas pour des personnes en situation de handicap. Au niveau des signes de qualité, enfin des produits SIQO, on a démarré en 2020 à 0% de produits SIQO. Donc voilà, les questions ne s'étaient pas encore posées. Pourtant, la loi Egalim allait s'appliquer. Donc on a eu une démarche progressive pour atteindre 26% en juillet 2021, puis 30% en décembre 2021, dont 20% de bio. Démarche progressive, pourquoi? Parce qu'il nous a vraiment paru important de privilégier le local. Les approvisionnements locaux nous paraissaient nécessaires, surtout qu'ici en Bretagne, dans le Finistère, on a vraiment tout ce qu'il nous faut au niveau des approvisionnements et ça faisait sens pour nous. On a également travaillé sur la saisonnalité avec les 4 planches de menu, du fait maison à 95%, et donc réfléchi sur tous les approvisionnements qu'on allait faire et ne pas acheter du bio juste pour acheter du bio. On a travaillé de manière, en ciblant tout d'abord les familles, certaines familles, dont les légumes, tous les produits laitiers, le pain, les céréales. Le poisson frais a aussi fait sens pour nous. Alors, non pas que le poisson frais soit reconnu comme SIQO, parce que ce n'est pas le cas. En fait, le poisson MSC, par les externalités environnementales en surgelé, oui, mais pas le poisson frais des ports bretons, malheureusement, pour l'instant. Néanmoins, on s'est dit que le poisson frais était de qualité et c'est le choix qu'on a fait. On a beaucoup travaillé aussi sur l'impact coût, notamment par le fait maison. Les menus végétariens en mettant 1 à 3 par semaine. Réduction des portions, quand on est sur du poisson frais, par exemple, on met 100 grammes de poisson, alors que sur du surgelé, on était à 130 grammes, parce qu'on a moins de pertes, mais aussi parce qu'on est dans l'optique manger moins, manger mieux. Donc, les recommandations du GMRCN sont suivies. Malgré tout, on a travaillé sur les grammages pour être, comme on l'évoquait tout à l'heure, au plus précis sur le gaspillage alimentaire. Parce qu'évidemment, le gaspillage alimentaire est aussi un levier important. En termes de coûts, donc on a eu une augmentation qu'on a estimée à 16 centimes sur nos coûts denrées, entre 0 et 30%, sachant qu'on est à 2,50 sur un repas adulte en coûts denrées, sur un coût de revient complet qui est établi à 6,50. Donc c'est vrai qu'il faut toujours remettre la part du coût denrée en proportion sur le coût de revient complet. Et c'est notamment important de l'estimer en se disant, voilà, on progresse, on augmente un petit peu le coût pour avoir un petit peu plus de bio et plus de produits sous signe de qualité, mais il faut toujours ramener ça au coût de revient complet. On a également travaillé sur le partenariat avec les producteurs locaux. Pour nous, ça faisait beaucoup de sens de se dire qu'il fallait qu'ils soient rémunérés au juste prix et que pour
dans nos achats, en tout cas, on s'est rendu compte qu'au local, on ne le payait pas plus cher et que ça faisait sens de travailler sur notre territoire et d'accompagner ces producteurs de cette manière. La communication, je voulais faire un petit point là-dessus parce que dans la restauration, on est tous un peu pareil, on communique très très peu. On fait des belles choses, mais on les met très rarement en avant. Or, c'est important de les mettre en avant parce que ça explique ce qu'on a engagé, ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que l'outil Ma Cantine, moi, je le vois comme un outil déjà qui permet de tracer, de suivre tout ce qu'on met en place, mais également de communiquer. Je trouve que l'outil est bien fait sur la partie communication et ça peut tous nous servir pour mieux communiquer. Enfin, pour clôturer, je dis juste à ceux qui le souhaiteraient qu'en fait, l'ouverture des statuts Agores au médico-social est récente. Néanmoins, si ça vous intéresse, c'est un réseau avec des échanges de compétences et d'expériences qui est vraiment enrichissant pour tous. Donc voilà, si vous avez l'envie, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci beaucoup, Sophie, pour ce magnifique présentation. Merci. Avec des éléments importants. J'ai vu François hochiner de la tête quand tu as parlé de le coût de revient complet du repas. Voilà, on sait que c'est important de l'estimer. Il n'y a pas que le coût denrées alimentaires qui est un peu réducteur. Maintenant, nous allons passer à la présentation du département de la Sarthe, une collectivité qui s'est engagée auprès des EHPAD à mener une expérimentation, même si une collectivité n'a pas forcément les compétences de la gestion de la restauration, elle a les compétences peut-être pour faire bouger les lignes de la qualité alimentaire. Nous allons le voir tout de suite avec le témoignage de François Boussard, président de la commission développement des territoires, agriculture, développement durable et transition énergétique, qui ne pouvait pas être avec nous, mais qui a enregistré son témoignage. Mesdames et messieurs les cuisiniers, mesdames et messieurs les représentants des collectivités, mesdames et messieurs, je suis avec plaisir un des représentants du conseil départemental de la Sarthe. Par notre expérimentation menée auprès des EHPAD en Sarthe, j'évoque avec vous notre politique menée depuis de nombreuses années. Premier point, l'expérimentation menée sur le département auprès de nos collèges et collégiens en l'occurrence, puisque volontairement, sous la houlette du président, eh bien, nous portons à connaissance et surtout à la restauration des produits locaux sartois, régionaux, à plus de 50%, pour certains établissements, plus de 60% des produits locaux par leur proximité de qualité, mais surtout locaux par l'identité des produits qui sont transformés par nos cuisiniers. Cette expérience positive qui manage en même temps l'économie locale et puis le goût et puis le savoir bien manger et puis en prenant en compte aussi la gestion des déchets est une vraie réussite. Et cette vraie réussite dans nos collèges que nous pilotons, eh bien nous souhaitons et nous avons expérimenté dans 7 établissements EHPAD en Sarthe la même politique. Nous ne sommes pas les gestionnaires, nous sommes des partenaires auprès des établissements, aux côtés de l'ARS. 3 objectifs bien distincts. Donner goût, trouver la volonté, le plaisir de manger auprès des résidents. Je pense que ça fait partie des moments de la journée où qui retrouvent plaisir. Deuxième point, faire travailler l'économie locale, s'assurer de la provenance des produits, s'assurer aussi de la bonne mise en œuvre, mesdames et messieurs les cuisiniers, des produits de qualité, et puis s'assurer après d'une bonne gestion des déchets pour adapter au plus près les volumes, les quantités, les grammages, et puis l'accompagnement auprès des résidents qui, suivant les services, suivant leurs possibilités, peuvent bénéficier de menus adaptés. Mes collaborateurs qui vont participer à ce webinaire à vos côtés, je m'en excuse de ne pas pouvoir le faire, mais je le fais en direct devant vous, auront plaisir de vous adresser des messages plus précis sur le plan technique en vous souhaitant un bon webinaire et surtout une bonne préparation de menu. Bon appétit à vous. Merci. Alors donc maintenant, nous allons continuer avec Catherine Alix, qui est chargée de mission d'approvisionnement local
et développement durable au sein du département de la Sarthe, et Didier Girard qui les a accompagnés. Didier Girard, vous êtes ingénieur en alimentation et membre de l'association Restoco. Bonjour à tous. Donc Catherine Alix, je suis chargée de mission, je disais, chargée de mission approvisionnement local et développement durable. Nous, en 2018, le département a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des EHPAD sartois, dans l'idée de répondre aux enjeux que vient de citer M. Boussard, notre président. Pendant 3 ans, on a accompagné 7 EHPAD pilotes volontaires pour favoriser l'approvisionnement de proximité et de qualité. L'objectif, c'était, alors je ne vous ai pas mis de diaporama, excusez-moi. L'objectif, c'était d'expérimenter et d'évaluer les conditions de réussite de cette démarche, mais aussi de voir les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, afin de le partager avec une mise à disposition de l'expérimentation auprès des autres établissements de notre territoire pour qu'ils engagent de nouvelles démarches sur l'approvisionnement local. Entre-temps, on a eu la loi Egalim, et donc ça nous a permis aussi, à travers le travail qu'on a mené, d'accompagner les établissements. Donc, je vais vous partager mon diaporama, excusez-moi. Partager. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit, Catherine, pas en plein écran. En plein écran, non. Je le mets, ouais. Voilà. Mais vous avez 2 minutes, hein, Catherine. Oui, je sais, je le lis très très vite. Donc en fait, voilà, on a travaillé avec Didier Girard et de nombreux experts. On est parti d'un diagnostic de la fonction restauration. À partir de là, on a analysé les forces des établissements, des 7 établissements, et puis les points d'amélioration. Donc on a mis en place des modules, différents modules de formation, qui touchaient aussi bien à tout ce qui était documents de travail, aussi bien tout ce qui était bureautique, un travail sur tout ce qui était excusez-moi, les achats. Et donc, on a édité un guide, un recueil d'expériences dans lequel s'expriment les professionnels des EHPAD, ils témoignent de leur expérience, les professionnels, les experts et puis les agriculteurs aussi qui travaillent avec la restauration collective. Donc, on a fait un diagnostic, on a travaillé sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça rejoint beaucoup ce qu'a fait l'ADEME. On est allé un petit peu plus loin. On a mis à disposition un outil qui permet de faire un plan d'action. On a aussi développé un relevé des achats à réception de marchandises qui permet notamment de rentrer dans le cadre de l'application de la loi Egalim en sortant des pourcentages. Je dirais que cet outil va plus loin dans le sens où il permet d'analyser ses achats. Et lorsqu'on travaille avec des producteurs locaux, ça nous permet d'exprimer clairement nos besoins, que ce soit au niveau des critères d'achat, que ce soit au niveau des quantités, des fréquences, et puis de voir un petit peu au niveau de ces achats si par rapport à l'offre ça correspond, et d'interroger des producteurs. Par exemple, on a un EHPAD qui, en travaillant sur ses besoins, aujourd'hui est en capacité d'exprimer 8 mois à l'avance ses besoins auprès d'un maraîcher bio. Puis, on a bien sûr fait un sourcing par rapport au travail qu'on a mené avec l'expérimentation avec les EHPAD. L'idée étant d'introduire progressivement 5 familles de produits. Et puis, aujourd'hui, on a mis à disposition une carte qui reprend les producteurs qui travaillent avec les collèges et avec les EHPAD. L'idée étant de donner déjà un premier aperçu des producteurs qui étaient en capacité à venir livrer les établissements. Et puis, on a aussi développé un kit de communication pour valoriser la démarche qui était menée dans les EHPAD, que ce soit pour le fait maison, pour communiquer sur tout ce qui était Egalim, et puis pour valoriser le travail des cuisiniers. Aujourd'hui, ces documents sont à disposition sur le site du département. Et nous allons bientôt lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt vers les EHPAD. Avant de passer la parole à Didier, je voulais juste remercier les établissements avec qui on a travaillé, parce que en fait, je voulais les remercier de leur engagement au quotidien sur cette démarche et au quotidien auprès des résidents, que j'ai pu constater tout au long de l'expérimentation. Je vais laisser la parole à Didier.
Merci Catherine. Donc, je suis consultant pour le département de la Sarthe. La Sarthe, c'est aussi mon département. Donc, j'étais très fier de pouvoir les accompagner dans cette démarche de conduite de projet. Et je suis intervenu aussi en lien avec le réseau Restoco, puisque c'est Restoco, le réseau d'interprofession de la restauration collective, qui m'a chargé, et je suis chargé de mission Restoco pour le département de la Sarthe, puisqu'il y a bien eu un contrat entre moi et l'association Restoco. Je tiens simplement, je ne vais pas détailler les outils puisque vous les aurez en ligne, mais je voudrais insister sur une méthode, c'est-à-dire qu'il faut absolument que chaque établissement ait une méthode de travail. On ne peut pas aller directement au choix du produit sans avoir une méthode que j'ai construite en 10 points et que la première des choses que j'ai pu faire en me déplaçant dans les établissements, c'est de faire moi-même le diagnostic de la fonction restauration, de l'achat au service du repas, soit dans la chambre ou dans la salle à manger, et que ce diagnostic que j'ai pu faire a pu tracer des forces et des points d'amélioration à avoir. Il faut les forces, il faut les ressortir et les valoriser. Et puis, par exemple, la faiblesse était qu'un certain nombre d'établissements n'avaient pas de formation bureautique ou très faible en bureautique pour développer des outils sur des fiches techniques, des fiches recettes ou sur le cahier des charges. Donc, d'abord, la première démarche a été de former le professionnel aux outils bureautiques. Deuxième démarche, il faut absolument avoir un groupe pluridisciplinaire. Il faut le cuisinier, la cuisinière, l'infirmier, l'aide-soignante, il faut la directrice, le directeur, il faut l'infirmière, le médecin coordonnateur. On ne peut pas faire ce travail sans avoir à un moment donné des points d'étape avec un groupe pluridisciplinaire et un référent. C'est-à-dire le référent, pour moi, c'est quelle est la personne qui va coordonner à un moment donné une réunion, un compte-rendu ou une démarche de communication vers les résidents ou vers le personnel. Donc, absolument avoir une équipe pluridisciplinaire. Ensuite, il faut absolument proposer un plan d'action. Un plan d'action, c'est quoi? Ce sont des étapes. Et les étapes de travail ne sont pas forcément les mêmes sur le rôle de la diététicienne, sur le rôle du directeur. Si à un moment donné, il faut investir dans un four pour faire des cuissons basse température, eh bien, il y a une démarche plutôt technique par le cuisinier sur la définition du matériel et de la direction par rapport aux besoins financiers. Si on est sur les achats, il faut une action qui soit faite en binôme entre la diététicienne et le cuisinier, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des points d'étape et les étapes de travail, elles sont en fonction du travail et des missions de chacun. En plus, il faut peut-être intégrer ça dans le projet d'établissement, s'il y a un projet d'établissement, pour que ça soit bien défini sur des moyens. Évaluer les actions, ça veut dire qu'il faut aussi chaque semaine pouvoir se réunir, dégager une petite demi-heure ou 1 heure de travail pour ensemble réfléchir aux actions en cours ou les actions futures. Et puis, il faut surtout connaître et évaluer ses besoins, comme a dit Catherine. Ça veut dire qu'il faut anticiper. Si on souhaite mettre des radis, si on veut faire du potage frais, revenir à des préparations fait maison, eh bien, il faut redéfinir des quantités, redéfinir des cahiers techniques et ensuite les définir pour son service achat et les intégrer sur les 14 menus de la semaine. Ensuite, il faut aussi faire le sourcing, c'est-à-dire aller auprès de la chambre de commerce ou la chambre d'agriculture de son département avec qui nous avons travaillé pour définir le sourcing des producteurs ou des sociétés qui sont capables d'approvisionner les EHPAD qui se situent parfois autour de l'établissement. Il faut aussi tester les produits, faire des tests, des échantillons, donner des critères, des notations et ensuite les intégrer. Moi, j'ai proposé qu'on puisse intégrer souvent au début simplement qu'une dizaine ou une quinzaine de produits en produits bio ou sous signe de qualité et de voir comment on progresse. Est-ce qu'on met un poulet entier? Est-ce qu'on le met label? Est-ce qu'on le met bio? Est-ce qu'on met des cuisses? Est-ce qu'on met des filets de poulet? Il faut le définir en groupe de travail et l'intégrer dans les menus et en fonction des grammages et des apports nutritionnels. Il faut mesurer, avoir quelques indicateurs comme on a pu le faire sur le gaspillage alimentaire, mettre des outils pour valoriser la valeur, comme vous l'avez démontré tout à l'heure sur la loi Egalim, en valeur 20% bio et 30% sous signe de qualité. Et puis, il faut à la fin, comme l'a fait le département, une formation à la communication, avec des outils à la communication, sur l'affichage des menus. Si on fait du bio, du label, eh bien, il faut que les résidents et les familles ou le conseil de vie sociale soient informés. Et il faut absolument des outils pour pouvoir les afficher dans le hall d'accueil ou dans les salles à manger. Donc, à un moment donné, quand on a une conduite de projet avec des plans d'action et une équipe pluridisciplinaire, je pense qu'on peut réussir une démarche d'achat et surtout le bien manger pour ses résidents. Voilà, j'ai essayé d'aller assez vite, mais de vous démontrer
l'outil en Sarthe sur la démarche d'approvisionnement. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup Catherine pour cette présentation. On voit encore le terme communiquer qui revient. Et donc là, nous allons voir l'expérience directement avec une résidence, la Chantry, qui est donc dans le département de la Sarthe, avec Madame Elisabeth Guillot, qui est la directrice. Et son chef qui va suivre, Benoît Leget. Effectivement, vous avez très peu de temps, mais dites-nous un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette expérimentation. Votre micro, Elisabeth. Bonjour à tous. Donc effectivement, avant que la démarche s'engage avec le département, c'est vrai que personnellement, j'étais déjà très sensible à tout ce qui pouvait être alimentation proximité, soutenir les agriculteurs, puisque c'est vrai que les informations qui étaient données pour les agriculteurs n'étaient pas… comment dire, était plutôt négative. Donc, c'est de se dire, on est un EHPAD, mais on est aussi citoyen, donc on s'engage aussi dans les démarches qui concernent tout le monde. Donc, on avait déjà commencé un petit peu à améliorer les choses, ou en tout cas à rechercher des producteurs locaux. Et puis, il y a eu effectivement le projet avec le conseil départemental. Donc, je me suis dit, on s'y inscrit pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans la démarche et qu'on se fasse, qu'on améliore, qu'on se fasse aider. Donc, on s'est inscrit, et puis c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la loi Egalim. Donc, moi, j'ai cette chance, si vous voulez, que donc le CCAS aussi, puisqu'on est un établissement public territorial, le CCAS est partie prenante et je dirais il participe bien à tout ce qui concerne l'établissement. Donc déjà en 2014, avant, on avait une société de restauration qui intervenait, qui nous préparait les menus, qui nous aidait pour les achats. Et en 2014, on a tout récupéré en interne parce qu'on dépassait le budget. Donc déjà, on a réduit notre budget, on est rentré dans notre ligne budgétaire. Après, il y a eu cette volonté de ma part. Et puis après, il y a eu ce projet avec le département. Pour le développement, je vais peut-être plus laisser la parole à Monsieur Leget, Benoît, qui est le responsable restauration, qui a pris les choses en cours de route, mais ma foi, qui s'est très bien débrouillé. Voilà. Merci Elisabeth, merci beaucoup. Alors par contre, je veux juste rajouter que quand même, notre inquiétude aujourd'hui avec Monsieur Leget, c'est on veut bien poursuivre cette démarche, il n'y a pas de souci. Par contre, on est inquiet quand même sur la situation actuelle avec la flambée des coûts et que peut-être à un moment donné, on sera obligé de mettre en stand-by, pas en stand-by, mais en tout cas de diminuer, de revoir nos achats parce que le coût sera beaucoup trop important. On espère que ça sera du temporaire. Mais c'est vrai que ça va mettre un petit peu un à-coup dans notre démarche. Merci beaucoup. Monsieur Leget, oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Monsieur Leget, donc je suis responsable de cuisine donc, dans l'établissement. Donc, comme la directrice vient de dire, moi j'ai pris cette démarche en cours. C'est-à-dire que je suis arrivé en 2020, donc ça avait déjà commencé. Moi, je viens à la base du privé. Donc, j'étais dans un EHPAD pareil privé avec une société de restauration. Et le fait d'arriver justement sur une démarche comme ça a totalement changé ma vision de la gestion de la cuisine. C'est-à-dire que là, on est dans une démarche de trouver des produits de qualité, c'est-à-dire respect du convive, respect du produit. Et ça a changé aussi la façon de cuisiner des cuisiniers, justement. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble qui font que, en soi, c'est une démarche qui est très bénéfique et très intéressante. Grâce à la démarche, justement, on a réussi à trouver des producteurs locaux. Je vois par chez nous, donc en Sarthe, on a un fournisseur qui s'appelle Petit Potager, qui, en fait, regroupe plein de producteurs locaux, des produits, des fruits et légumes surtout, bio, local. Et ça, pour nous, c'est
C'est très important parce que ça permet d'avoir un seul interlocuteur, mais de travailler avec plein de fournisseurs sartois. Et on atteint justement, grâce à ce producteur-là, on est à je ne sais plus combien, on doit être à 70% de produits locaux ou bio, rien que sur les légumes. Donc là-dessus, c'est des démarches qui sont pas mal. Et ça, c'est vrai que j'aimerais bien que ça se diversifie sur d'autres secteurs. Donc, c'est des bonnes choses. Maintenant, comme disait la directrice, moi, ce n'est pas tant le côté des coûts qui commence à me faire peur sur la loi Egalim, c'est les ruptures de stock. J'ai eu ce matin mon fournisseur et c'est vrai que j'essaye justement, je regarde grâce aux outils que j'ai fait suite à la démarche, on va dire, j'ai pris un peu les bases. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de baisser un peu de régime. Là, on est actuellement à 28% sur les produits Egalim, mais je suis en train de baisser là depuis le mois de mars parce que l'approvisionnement au niveau des produits de label commence à se faire rare. Les volailles, enfin tout ce qui est viande, ça commence à être très compliqué. Donc, c'est une interrogation par la suite que je me pose pour atteindre les objectifs. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet tout à l'heure au moment des questions. Et effectivement, comment peut-être le département peut vous accompagner justement face à ces difficultés. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Yves Kless. Vous êtes donc le dirigeant de ADEF Résidence. Vous avez 39 EHPAD, 15 structures pour handicap et 2 établissements sanitaires. Et en fait, vous avez déjà une démarche très particulière que vous avez engagée autour de ces questions de la qualité alimentaire. Oui, merci. Avant toute chose, pour vous dire que nous partageons bien évidemment les préoccupations de tous. Et de ce point de vue-là, notre démarche n'est pas singulière. Mon prédécesseur, Dominique Bourgine, avait été associé de très près à la naissance de Maisons Gourmandes, et avec la FNACPA. Et donc, c'est des initiatives que nous faisons nôtres et que nous suivons toujours avec beaucoup d'attention. S'il y a une singularité à la démarche qui est la nôtre dans le domaine, et qu'on a très vite voulu, ça ne veut pas dire que nous y sommes arrivés et que le chemin est encore difficile, maîtriser les moyens de faire face aux enjeux qui nous réunissent aujourd'hui, c'est-à-dire le manger plaisir, la lutte contre la dénutrition et la lutte contre le gaspillage. À partir de ce moment-là, il y a 10 ans, on a pris le parti de créer notre propre société de restauration collective et qui en fait ne maîtrise pas l'approvisionnement. Elle a un contrat d'approvisionnement avec une société tiers, car nous sommes encore trop petits pour avoir une centrale d'achat, mais nous avons très vite imposé un certain nombre d'objectifs contractuels en matière de produits frais, plus de 75%, de produits locaux, de produits bio et de produits certifiés dans la loi Egalim. Donc ce partenariat se poursuit depuis 10 ans maintenant, et avec notre société de restauration collective, Restonis, qui maîtrise, une fois les approvisionnements effectués, la totalité de la cuisine, de la distribution des repas et la maîtrise aussi du gaspillage. Autre exemple de cette logique, avec toujours une logique associative, de maîtrise donc des moyens pour atteindre les objectifs, cette société de restauration collective, avec le gestionnaire de nos établissements, ont acquis un vignoble dans lequel nous développons une activité de centre de vacances pour personnes handicapées et dans lequel nous produisons un petit vin bio que nous amenons au bio et qui permet donc à nos résidents, non pas de consommer énormément de vin, mais en tout cas de consommer un vin de bien meilleure qualité que celui qui était servi auparavant. J'en profite d'ailleurs pour dire que le vin est le premier produit local
aujourd'hui qui bénéficient de la logique des circuits courants. Alors, cette logique est difficile, c'est un chemin semé d'embûches, car le métier est difficile, celui de la restauration collective, nous permet aujourd'hui, même si nous sommes inquiets, comme ce qui vient d'être dit, du fait de l'évolution des prix, du fait de la volatilité des personnels aussi dans cette matière, nous permet de faire face aux surcoûts qu'entraînent les produits bio et parfois aussi l'achat de produits locaux. À travers la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui chez nous représente une somme importante, 30% des denrées alimentaires que nous achetons, nous en achetons 9 millions d'euros par an, nous en gâchons, si vous me permettez ce raccourci, 3 millions. Et nous avons décidé d'affecter toute cette somme à l'amélioration de la qualité des produits et je dirais aussi, vous en avez parlé un petit peu, de la qualité du repas. Nous sommes en train d'essayer de repenser le service à table ainsi que la salle à manger de nos établissements et pas de maisons accueillant des personnes handicapées. En tout cas, à travers cette manne, nous allons, bien évidemment, car tout cela est inspiré par une logique associative, essayer de faire face à tous les défis du jour, qu'ils soient conjoncturels ou beaucoup plus structurels, sur le fait que les meilleurs produits s'achètent plus cher. C'est tout à fait normal. Et je crois que nous l'avons tous compris. Voilà donc d'un mot, très bref, la singularité qui est la nôtre, à supposer que nous en ayons une. Et bien évidemment, je ne vous expose pas ici une réussite, mais une tentative sur laquelle nous travaillons depuis 10 ans et qui continue bien évidemment à essayer de s'améliorer. Merci beaucoup, Monsieur Yves Claes. Merci de nous avoir donné un petit peu de votre temps. Votre témoignage était important. Voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à Floriane Lenoir, qui est directrice générale déléguée à l'alimentation au groupe SOS. Alors, le groupe SOS, en un mot quand même, c'est le premier acteur de l'économie sociale et solidaire en Europe. Et vous avez 600 établissements, crèches, hôpitaux, dont 100 EHPAD, et vous englobez 4 secteurs sanitaire et médico-social, le secteur jeunesse, le secteur solidarité, santé et le secteur senior. C'est à vous, Floriane. Merci Laurent, bonjour à toutes et tous. En effet, donc, comme tu le rappelais Laurent, Groupe SOS, pour vous en dire 2 mots, donc, leader de l'entrepreneuriat social en Europe, un groupe créé en 1984, un groupe donc vraiment 100% associatif qui en quelques chiffres regroupe 600 établissements, 22 000 salariés, 15 000 bénévoles, 2 millions de bénéficiaires et présent dans 40 pays. À l'échelle du groupe SOS, l'alimentation constitue un enjeu majeur pour le groupe SOS. L'alimentation durable fait d'ailleurs partie de notre plan stratégique à horizon 2025, donc c'est vraiment une thématique sur laquelle on travaille activement et sur laquelle on se fixe des objectifs ambitieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'alimentation, quand on sert 2 millions de personnes, est un enjeu social et sanitaire incontournable sur la qualité de prise en charge de ses bénéficiaires, sur la lutte contre les inégalités de santé, sur le droit de mieux manger pour tous, la valorisation des cultures locales ou le développement des territoires. C'est donc un enjeu environnemental. On le sait, l'alimentation représente un premier poste du bilan carbone de nos activités et enfin un enjeu économique puisque l'alimentation est le premier poste de dépenses en achat du groupe SOS. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a en tout cas choisi de faire de l'alimentation durable un sujet stratégique pour le groupe SOS. Et vous voyez ici que c'est un sujet qui, à l'échelle de tous ces établissements et de leurs spécificités, n'est pas si simple puisqu'on a en fait en interne tout type de restauration, de la restauration concédée, de la restauration en gestion directe. On a des enjeux au niveau des approvisionnements, des établissements qui sont donc en liaison froide. Et donc, on a des enjeux transversaux, un peu comme tout le monde, sur les approvisionnements, sur nos contrats de restauration, un enjeu sur la valorisation des métiers de la cuisine et puis sur l'animation
de nos cuisiniers. On a 358 professionnels, enfin cuisinants, en tout cas en interne au sein du groupe SOS. Donc ça, c'est vraiment ce qui concerne la vie de nos établissements médico-sociaux. Et puis au sein du secteur transition écologique, on a une dizaine de structures qui parlent toutes de transition agricole ou alimentaire. Vous voyez les logos en bas du slide. Et je vais vous présenter maintenant l'une d'entre elles, qui est donc Silver Fourchette, qui parle de la... qui est donc un concours qui est une association dédiée à l'alimentation des seniors, qui est donc née en 2014 au sein des EHPAD du groupe SOS Senior. Donc vous l'avez dit, Laurence, le groupe SOS Senior, c'est donc 100 EHPAD. Et en 2014, on a fait le constat que, en tout cas, on a eu envie de parler positivement de la dénutrition en EHPAD. Donc on a lancé un concours de gastronomie en interne qu'on a ensuite ouvert en 2016 à tous les EHPAD de France. Et le concours au niveau national s'est dupliqué tous les 2 ans, donc a été proposé tous les 2 ans, et je vais y revenir juste après. En 2017, Silver Fourchette a fait le choix d'orienter ses actions, de développer des actions de prévention pour sensibiliser les personnes âgées à l'importance de leur alimentation sur la santé. Et donc aujourd'hui, on fédère à la fois, donc on a sensibilisé depuis ces 7 dernières années 50 000 personnes qui ont été sensibilisées dans tous les départements où on est présent. On organise plus de 700 actions de prévention par an et on fédère un réseau de 1000 EHPAD. Donc, on intervient donc bien sur la prévention, mais également sur la formation. Donc, vous voyez ici tous nos domaines d'intervention à destination des EHPAD. Donc, on a aussi des dispositifs d'accompagnement de tous les professionnels travaillant en EHPAD. Donc, on a bien 2 cibles prioritaires, donc les personnes de plus de 60 ans, les chefs de cuisine en EHPAD, mais également toutes les personnes qui travaillent avec ces chefs d'EHPAD, que ce soit les professionnels de santé, les familles. Et puis, on a développé une offre de formation à destination de ces chefs, qui est une formation de 2 jours pour se former aux techniques de la cuisine en EHPAD. Donc, 2 jours en présentiel, accompagnés d'une formation, d'une plateforme en ligne, donc d'un MOOC sur les spécificités de l'alimentation adaptée en EHPAD. Et enfin, on mène aussi beaucoup d'actions, donc à travers le concours, mais pas que, de valorisation de ces métiers. Et j'en viens donc à la dernière partie, qui est donc le lancement. Dans quelques jours, on s'apprête à lancer notre grand concours national, le concours Le Bon en Avant, qui est donc la 5e édition. Et cette année, ce concours a une spécificité, c'est qu'il est pluridisciplinaire. Donc, on a eu très envie, en tout cas, d'aborder tous les enjeux de la terre à l'assiette, de la fourche à la fourchette, en réunissant 3 catégories de professionnels: les chefs de restauration collective, donc en EHPAD, et les chefs de restauration scolaire, en tout cas tous les chefs qui cuisinent pour des personnes âgées ou cuisinent pour des enfants, les producteurs et les restaurateurs. Et donc, ce concours a pour objectif, d'une part, de valoriser les métiers de la restauration collective, d'autre part, de mobiliser l'écosystème local, c'est-à-dire d'inciter les régions à participer, tous les acteurs en local à participer, à prendre part à ce concours, et enfin de sensibiliser aux enjeux de la transition agricole et alimentaire. Et donc, la façon dont ce concours fonctionne, c'est très simple. On va donc ouvrir les candidatures dans quelques jours. Et donc, n'hésitez pas à relayer ce concours dans vos réseaux respectifs pour inciter les chefs de restauration collective à s'inscrire, les producteurs ou les restaurateurs. L'objectif, c'est très simple pour participer, c'est donc déjà gratuit. Et donc, l'objectif, c'est que les participants complètent un dossier de candidature en ligne. On va, à l'issue de ces dossiers, de la réception de ces dossiers, constituer des brigades régionales composées de ces 3 corps de métier. Et donc, on va sélectionner des brigades régionales auxquelles on donnera rendez-vous à l'occasion d'une grande finale nationale qui aura lieu au mois de novembre à Paris pour faire concourir ces 13 brigades régionales à l'occasion d'un événement visant à promouvoir la restauration collective et la transition agricole et alimentaire plus largement. Merci beaucoup. Merci Floriane. Je vais passer tout de suite, parce qu'on a beaucoup de retard, je vais passer la parole à Carole Villemontex. Vous êtes, vous, en charge d'une association qui accompagne donc les établissements dans la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, moi, je travaille au sein de Sérénut, qui est le nouveau centre ressources nutrition de la Nouvelle-Aquitaine.
Donc, il a été créé en tout début d'année et il a été créé suite à la transformation de l'INUT, qui était un réseau ville-hôpital basé uniquement sur le Limousin, intervenu au niveau des EHPAD. Et donc, maintenant, sous la forme de centre de ressources, notre activité s'étend aussi bien sur le secteur de la personne âgée que du secteur du public en situation de handicap. Donc, Sérénut est composé également de diététiciens. On travaille aussi avec un conseil d'administration qui est bénévole mais très impliqué, notamment sous la présidence du professeur Jean-Claude Esport, qui est médecin nutritionniste. On a également des ingénieurs en restauration qui nous accompagnent. Donc, au niveau des activités de Sérénut, on a toute une partie, je dirais, de sensibilisation sur les problèmes de la dénutrition, qui est vraiment notre cœur de métier depuis la création de la structure. Pour cela, donc, on informe notamment, ça peut être aussi bien des responsables d'établissement que des professionnels de santé sur toute cette problématique de santé publique. On est amené également à coordonner, à diffuser aussi tout ce qui peut être bonne pratique. Alors que ça soit aussi bien je dirais de la réglementation, des recommandations nationales, que également des protocoles qui peuvent être proposés par l'INUT. Et également, ça peut être comme cette journée que nous avons relayée auprès de nos adhérents. On est amené aussi à former le personnel sur tous les problèmes de la nutrition, alors aussi bien du public âgé que du public en situation de handicap. On est là pour accompagner les professionnels et les établissements également sur la mise en place de nouvelles recommandations. Et pour cela, on leur propose également des outils et le lien aussi avec la loi Egalim. Donc, on a une forte expertise dans les établissements où on les accompagne pour réaliser les menus. Et la demande forte qu'on a eue des établissements, c'est en plus d'avoir, je dirais, ce service de leur proposer des plans alimentaires pour établir des menus, des fiches techniques, c'est de pouvoir également derrière gérer les commandes, l'approvisionnement et également le budget dont on a parlé tout à l'heure, qui est quand même aujourd'hui une forte préoccupation. Donc, c'est un outil qui va sortir là prochainement, où il y a une présentation notamment qui aura lieu le 18 mai à Pessac. C'est un outil qui va permettre aux établissements médico-sociaux de faire de menu, de suivre également par rapport à la loi Egalim, où est-ce qu'ils en sont en termes de produits durables, de produits locaux, et surtout de suivre au quotidien leur budget. C'est-à-dire qu'avant aussi de passer les commandes, de voir en termes de budget où ils en sont, de voir si en effet aujourd'hui ils peuvent peut-être se permettre de commander un produit d'une meilleure qualité, peut-être un petit peu plus cher, mais avec le bénéfice d'avoir peut-être moins de gaspillage aussi. Donc, c'est ce type d'outil. Après, on accompagne aussi les établissements sur la réduction du gaspillage alimentaire. On a mené notamment des audits dans des établissements qui nous ont permis de voir que le gaspillage ne provenait pas uniquement de ce qui était jeté dans l'assiette, mais il y a tout un travail aussi à faire en amont, notamment au moment du repas, de stimuler les résidents. On sait que notamment la personne âgée est de plus en plus dépendante, donc il y a toute cette stimulation à apporter de façon à ce que la personne mange mieux. On les accompagne également sur des recettes, par exemple d'enrichissement, au lieu de passer systématiquement sur un complément qui a un coût aussi pour l'établissement. On essaye de les accompagner sur la mise en place notamment des recommandations de l'HAS qui, au départ, préconisent un enrichissement maison avant de passer systématiquement sur un complément, même si sur une dénutrition sévère, il va falloir, comme le terme l'indique, un complément et pas en remplacement du repas. Donc, c'est toute cette démarche qu'on a auprès des établissements pour vraiment les accompagner, pour réduire la dénutrition et pour avoir aussi une politique nutritionnelle favorable pour leurs convives, pour leurs résidents. Merci beaucoup, Carole. Vous avez beaucoup de travail et nous, on manque de temps. Je sais que vous avez quand même 2600 établissements dans la région, hein, c'est quand même énorme. Un potentiel de 2600 établissements médico-sociaux, donc 12 départements au lieu de 3 qu'on avait jusqu'à présent. Mais voilà, un beau challenge qu'on mène avec toute l'équipe. Merci encore. On va passer tout de suite aux questions et avant ça, à un sondage. Et en fait, pour essayer de voir de quoi avez-vous besoin en priorité pour appliquer cette loi Egalim.
Est-ce qu'on peut l'afficher? On va aller rapidement, vous avez 30 secondes pour y répondre. Et en même temps, je vais commencer à poser des questions qui nous sont déjà apparues. Comme à Frédérica, je vais te poser cette question concernant comment faire pour ne pas augmenter les prix, quoi. Qu'est-ce qui se passe au niveau des prix? Qu'est-ce que l'on peut conseiller? Alors, en fait, on voit et on a vu aussi dans vos questions qu'on récupère sur le QR. Alors, on n'a pas répondu à toutes. On a répondu à quelques questions en direct. On répondra, on prendra bien le temps de répondre à toutes ces questions et à vous envoyer les réponses. En fait, on a des questions à la fois sur les produits, la disponibilité des produits, l'inflation et puis de toute façon aussi l'augmentation je dirais, du coût assiette par l'intégration de produits durables et de qualité. Alors, c'est sûr que alors d'abord par rapport à la loi Egalim pure, c'est-à-dire le fait de mettre 50% de produits durables et de qualité dans les assiettes, évidemment, ces produits-là, comme l'a dit Didier Girard, ce sont des produits qui sont un peu plus chers parce que ce sont des produits de meilleure qualité, etc. Donc, les leviers, je dirais que les leviers pour les EHPAD, ils sont les mêmes que pour tous les autres secteurs de la restauration collective. C'est évidemment de travailler principalement sur l'organisation, et ça a été démontré par plusieurs personnes là, dans les témoignages, travailler donc sur l'organisation de la restauration, que ça soit au niveau de la fabrication, de la production, ça a été dit, par exemple, en utilisant un certain mode de fabrication, des cuissons à plus basse température, enfin ce genre de choses, et évidemment de travailler surtout sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et là, vraiment, le nerf de la guerre, il est là. Et c'est en mettant en place des projets globaux de restauration avec l'ensemble des équipes, tels que ça a été dit par Didier Girard tout à l'heure, qu'on peut arriver, en tout cas, à absorber ces surcoûts. Alors ensuite, on est dans une conjoncture actuellement là, avec les tensions post-crise Covid, relance économique, inflation, et puis la guerre d'Ukraine qui met quand même des tensions très fortes sur les marchés des matières premières, des denrées alimentaires. Là, évidemment, il n'y a pas que la lutte contre le gaspillage alimentaire, on en est bien conscient. Donc, on a le Conseil national de la restauration collective qui s'est réuni vendredi dernier, et certaines réponses, en tout cas, il y a des pistes d'action qui sont avancées par les ministères, un ministère de l'Agriculture, mais aussi ministère de l'Économie et des Finances, et puis aussi, en lien aussi avec le ministère, je ne sais plus le nom exact, mais enfin celui qui s'occupe des collectivités territoriales, la cohésion territoriale, pour essayer évidemment de sauvegarder en tout cas le modèle de la restauration collective de services publics à caractère social, tel qu'il est dispensé dans les EHPAD, pour sauvegarder ce modèle. Évidemment, de toute façon, les matières premières, et notamment si on veut rémunérer correctement les agriculteurs, rémunérer aussi les professions intermédiaires, l'achat va être plus cher. Donc, il va falloir voir comment on peut mobiliser, revaloriser en tout cas des budgets au niveau des ministères ou des collectivités territoriales aussi, pour pouvoir acheter tout simplement ces produits et pouvoir proposer des repas de qualité sans augmenter de façon substantielle, alors peut-être un petit peu, enfin bon, il y a des choses à travailler, mais en tout cas pas augmenter énormément, en tout cas le prix pour les convives, donc vous pour vos résidents par exemple. Donc ça, il y a une circulaire déjà qui a été signée la semaine dernière, le 23 mars, justement pour l'adaptation des marchés publics. Alors je sais que ça ne concerne pas tous, mais en tout cas pour l'adaptation des marchés publics qui sont en cours ou les futurs marchés publics. Et il va y avoir un groupe qui va se réunir très prochainement avec l'ensemble des acteurs justement de la restauration collective pour véritablement travailler des solutions opérationnelles concrètes pour permettre d'essayer de trouver des manières de faire et en tout cas des répartitions, notamment des nouvelles répartitions budgétaires pour pouvoir pallier à cette difficulté. Alors, c'est conjoncturel, mais ça risque de durer. Donc, il faut y travailler. Ce n'est pas l'affaire de quelques mois. On pense que ça va être plutôt l'affaire de quelques années. Bon, après,
moi, je ne peux pas vous dire ce qui se passera en septembre. Moi, je pense que personne ne peut le dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les prix. Juste autre chose aussi sur les catégories des produits qui rentrent dans les produits durables et de qualité. On a fait quelques réponses, on vous reprécisera bien. Enfin, vous pouvez trouver sur ma cantine vraiment toutes les informations de ce qui compte, ce qui rentre pas dans les 50%. Un petit mot quand même sur les produits locaux, parce qu'on en a beaucoup parlé. Le caractère local n'est pas directement comptabilisable. Voilà, ce n'est pas parce qu'un produit est local qu'il est forcément de qualité et durable. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Par contre, on a des produits de qualité et durables à côté de chez soi. Et bien entendu, on est tous favorables à ce qu'on prenne en priorité, quand c'est possible, des produits qui sont plutôt fabriqués pas trop loin, quoi. Ça peut aussi, et ça fait partie aussi de deux catégories qui sont mobilisables sur la loi Egalim, qui sont des catégories de sélection de produits, qui mettent plutôt en avant la performance environnementale des produits, donc sur lequel, en effet, le fait qu'il y ait moins de transport, par exemple, c'est quelque chose qui peut être valorisé. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Je vous remercie. Merci Frédérica. Est-ce que, Palma, on en est où du sondage? François, je te laisse la parole, apprécier le sondage. On en est à 65%, mais ça ne bouge plus tellement, donc je pense que je peux l'arrêter. Et je vous l'affiche tout de suite. Très bien. Ah, ça s'équilibre beaucoup plus que les deux premiers webinaires, puisque l'évolution du repas arrive en tête, les outils de diagnostic et de suivi ils suivent, et puis financement des investissements et du fonctionnement et la formation sont à parité ou presque. Très intéressant ce sondage, très intéressant. Vous en aurez une exploitation dans le rendu du webinaire dans une quinzaine de jours. Bon, écoutez, nous sommes à l'heure, il est 15h30. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir vraiment d'avoir participé, d'avoir assisté. Voilà, vous avez été si nombreux. Est-ce que je peux dire un mot Mais bien sûr, Didier. Tout à l'heure, je n'ai pour une minute. Tout à l'heure, vous avez parlé du compte d'exploitation. Le compte d'exploitation, c'est important. Puis il y avait la part alimentaire qui est de 1,80 € à 2,30 €, qui est l'achat alimentaire. Mais depuis 20 ans, cette part alimentaire, elle a rarement bougé. Ce qui a bougé parfois, c'est le compte d'exploitation. Sur le coût du personnel, les charges fixes, il y a eu des réductions. Ces réductions dans les hôpitaux ou les EHPAD, parfois, ne sont pas revenues dans la part de l'achat alimentaire. Donc, il y a bien un problème à un moment donné que lorsqu'on fait des économies sur des leviers comme le gaspillage alimentaire, je prends un exemple d'un grand établissement hospitalier qui a fait 100 000 € d'économies sur ses achats par le gaspillage. Il n'y a pas 1 € qui est revenu sur l'achat alimentaire. Les 100 000 € ont été récupérés par la direction. Je pose la question. Lorsque nous avons aussi des CNO sur les plateaux dans la mission nationale, des hôpitaux de la PHP, l'hôpital de Douai ou Paray-le-Monial, je l'ai mis dans mon bilan au ministère. Lorsque nous dépensons 1 € par plateau sur des CNO en complément de l'achat alimentaire, il faut se poser des questions sur les indicateurs de suivi. Si on fait plus de produits faits maison, enrichis, à base de bonnes recettes, du lait entier, de la crème fraîche avec des produits de qualité ou des produits locaux, en modifiant les recettes avec les cuisiniers et les diététiciens, s'il y a un indicateur de suivi sur les CNO et qu'on fait des économies sur les CNO, qui est un compte de la pharmacie, eh bien, il faut une décision politique de l'établissement que s'il y a une économie de 100 000 € sur les CNO, eh bien, que la pharmacie soit capable d'en donner une partie à l'achat alimentaire. Et ça, c'est la partie comptable de l'établissement. Et la partie comptable de l'établissement, elle est dans le pouvoir du directeur, dans l'établissement. C'est pour ça qu'il doit participer au groupe pluridisciplinaire pour qu'à un moment donné, il y ait un choix politique sur des transferts de crédit. Voilà. Et ça, c'est important parce que les leviers, on ne les aura pas avec 50 centimes de plus pour acheter. Ce n'est pas possible, on ne les aura pas. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Merci. Rendez-vous le 17 mai. On repart. Oui. Non, mais c'est important, c'est important. Non, c'est très important. Il faut effectivement le dire, le redire. Et on te soutiendra là-dessus, Didier, autant que possible. Et merci encore de terminer sur
cet espoir-là. Allez, Oui, Didier, on va le prendre comme faut ça. toujours positiver, il y a toujours de l'espoir. Moi, je voudrais juste rajouter un tout petit mot pour rebondir sur Madame Lucier. C'est vrai que c'est bien et c'est notre démarche de soutenir les producteurs locaux, mais attention après, plus on a de producteurs. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Plus il va Je n'ai pas dit qu'il fallait que des producteurs locaux. Non, non, mais c'est vrai que c'est très, très bien. Mais si on a beaucoup de producteurs, ça veut dire que derrière, en termes de réception des marchandises, on va multiplier les journées de réception des marchandises, on va multiplier derrière le traitement des factures, etc. Et ce que je n'ai pas dit, on est un EHPAD de 60 places. Il n'y a pas non plus, voilà, le responsable cuisine, il est avec son équipe. En administratif, on n'a pas non plus pléthore de personnel. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi. Donc, nous, on a cette chance, comme disait Monsieur Leger, c'est qu'on a un interlocuteur qui rassemble différents producteurs et qui est notre seul interlocuteur. C'est chez lui qu'on va passer les commandes et lui, il va aller chercher chez les différents producteurs. Donc, ça, c'est bien les groupements comme ça. Parce que autrement, faire du cas par cas, ça devient difficilement gérable. Moi, je répondais à toutes les interventions justement sur les produits locaux. Voilà. Après, les acheteurs, vous faites de toute façon, vous êtes des acheteurs indépendants, donc vous avez le choix d'acheter, je dirais, de la façon dont vous le souhaitez. Voilà, soit directement à des producteurs, soit en effet, il y a toutes les professions intermédiaires hein, aussi, et soit seul ou en groupement. Ça, c'est des choses qui vous appartiennent. Après, nous, on donne, en tout cas, on a fait des guides, hein, notamment aussi sur l'achat, les achats publics, pour les achats publics, où on donne c'est même pas des recommandations, mais c'est plutôt des ficelles, si vous voulez, pour donner des indications, en tout cas, pour arriver, en tout cas favoriser la mise en place de la loi Egalim. Mais après, chacun est libre de faire tel qu'il le souhaite. Alors, je sais qu'il y a, par exemple, des collectivités qui sont quand même relativement investis, notamment des départements, des régions qui investissent vraiment sur l'économie locale et donc qui essayent de favoriser aussi l'achat de proximité, enfin l'achat sur leur territoire, sur des filières territorialisées, dont acte. La loi Egalim, par contre, c'est vraiment, il y a des catégories qui sont définies par la loi et qui ne sont pas j'achète à 50 km de chez moi. Alors, si c'est un produit durable et de qualité à 50 km, il n'y a pas de problème, ça rentre, mais sinon, il y a des choses, en tout cas, à travailler au niveau des marchés publics. Comme ça. Mais après, l'organisation, vous l'avez très bien dit, ça dépend de votre organisation, de ce que vous voulez faire, de comment vous voulez faire. Et ça, c'est vraiment sous, je dirais, la responsabilité. Et voilà, ça dépend. Enfin, c'est l'acheteur qui décide. Bon, écoutez, c'est la fin d'un webinaire, mais je pense que c'est le début d'une nouvelle histoire pour la restauration collective dans les EHPAD. Donc, il y a des concours qui vous sont proposés par le groupe SOS, il y a des accompagnements, il y a des régions qui se bougent énormément, on a vu en Nouvelle-Aquitaine, et des départements qui accompagnent aussi les établissements. Voilà, et donc plein d'exemples qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui. Et effectivement, on vous rappelle que vous allez recevoir donc des réponses aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans une newsletter qui vous sera envoyée prochainement. Encore un grand merci à tous pour ce webinaire qui m'a semblé très intéressant. J'espère que c'était la même chose pour vous. Donc, à très très bientôt. Le prochain webinaire, restauration hospitalière. La date, c'est le 7 mai, c'est ça? Non, le 17. 17 mai, pardon. 17 mai, voilà. Merci à vous tous. À très bientôt.